Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 136. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de te proposer une rencontre d'auteurs un peu particulière puisqu'il s'agit de l'interview de ton animatrice Lucie Castel. Je me suis dit que tu serais peut-être intéressée pour en savoir un peu plus sur la personne qui te propose des conseils d'écriture dans ce podcast et j'ai demandé à mes deux compères, Lucie Castel bien évidemment, et notre éditeur partenaire Dimitri Pawlowski des éditions de L'Homme son nom, qui édite un certain nombre des livres de Lucie, de se prêter au jeu de l'interview. Il te parle rituel d'écriture, conseils quand tu écris dans plusieurs genres et la façon d'aborder un nouveau projet de roman. J'espère que tu trouveras cet échange intéressant et qu'il te permettra de mieux cerner qui est la porte-parole de ton podcast. Donc sans plus attendre, Dimitri Pawlowski te présente Lucie Castel. Bonjour à toi et avant de commencer véritablement l'interview, une question simple. Lucie, Oren, autre chose, comment je t'appelle? Euh, Là, tout de suite, j'ai plein de surnoms qui me viennent en tête, une longue liste, mais pour faire simple, on va dire Lucie, pour faire simple. Ok, donc on va t'appeler Lucie aujourd'hui C'est bien, en notant bien qu'évidemment tu as 18 personnalités différentes d'autrices qui tout te à fait. permettent d'aller taper dans plein de genres littéraires. Et du coup, en parlant de genre littéraire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Et je sais évidemment que tu écris dans plein de genres. Voilà, nous faire un petit récap de ta carrière, où tu en es, dans quel genre tu publies. Voilà, te présenter pour les gens qui nous écoutent, parce que changer un petit peu de l'habitude de c'est toi qui interroges les gens. Donc, pour une fois, c'est toi qu'on va interroger. Oui, c'est ça. Donc, du coup, à tous nos auditeurs, je ne garantis pas que ça ne dérape pas à un moment ou à un autre. Mais bon, je vais me prêter au jeu. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je publie sous deux noms, Lucie Castel et Oren Miller, pour des raisons pratiques et de collection éditoriale. J'avais beaucoup d'éditeurs, j'en ai encore pas mal. Et effectivement, moi, j'écris dans vraiment beaucoup, beaucoup de genres et beaucoup n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Donc, si je regroupe, je dirais que j'écris dans le genre de l'imaginaire avec l'ASF, la fantasy, enfin l'urban fantasy d'ailleurs pour être précise, et le polar historique. Et puis un genre un peu moins apparenté à l'imaginaire, il y a le feel good, la rom-com et littérature générale depuis quelques temps, puisque là, pour le coup, le roman n'est pas encore sorti. Il sortira en début 2023. Mais donc, je fais une incursion dans le monde merveilleux et illimité de la littérature générale. Donc, du coup, voilà. Et là, j'ai des projets à l'heure actuelle qui sont plutôt du young adult en fantasy et de nouveau de la littérature générale. Et je ne m'interdis pas de revenir au polar non plus. Donc voilà, j'aime bien alterner dans différents genres. Donc je crois pouvoir dire que j'en ai fait quand même pas mal. Tu as démarré sur les genres de l'imaginaire Oui. par choix, parce que c'était des opportunités que tu avais et tu es venu ensuite à la littérature blanche pour t'élargir. Voilà. Quel parcours tu as un petit peu suivi dans ton exploration des genres? Alors moi, au tout début, quand je me suis lancée, il était absolument hors de question que je fasse autre chose que de la littérature de l'imaginaire. Alors mais vraiment, moi, mon rêve, c'était des grandes aventures épiques, de fantasy avec de la magie, ou alors c'était, plutôt, du space opéra qui se rapproche, finalement, assez, du genre de fantasy pour le coup. J'étais vraiment dans cette optique-là. Au pire, je me serais destinée à l'urban fantasy. J'acceptais de mélanger un peu le genre de fantasy avec le monde actuel, mais uniquement dans le but de faire un roman et une aventure d'urban fantasy. Mais il était absolument hors de question que j'aille dans d'autres genres, comme par exemple le polar, le thriller, la comédie ou la littérature générale. Ça ne m'intéressait, mais alors absolument pas, vraiment pas. J'étais vraiment que fantasy et SF et encore SF du côté
côté du space opéra. Et le premier roman que j'ai écrit, qui était donc une catastrophe, soyons clairs, c'était de l'heroic fantasy. Et c'était par ça que je voulais commencer. Je ne saurais pas forcément pourquoi, parce que j'étais pas plus fan que ça de Tolkien à l'époque. J'avais pas eu de grandes œuvres dans ce genre-là qui m'avaient bouleversée. J'étais plutôt lecture classique. Mais voilà, c'était vraiment un univers. À l'époque, je ne savais pas exactement que ça s'appelait Heroic Fantasy, hein. Je ne savais pas grand-chose d'ailleurs à l'époque sur mon métier. Et j'étais vraiment fascinée par ces grandes épopées avec de la magie, avec des jeunes héros en devenir, des quêtes spirituelles, etc. Enfin, tout le bagage autour de ce type de roman. Et puis, comme ça a été une catastrophe, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas trop faite pour ce type de roman, ou que ce type de roman n'était pas fait pour moi. Toujours est-il que je me suis dirigée sur la science-fiction, mais la science-fiction type space opéra. Donc, pour ceux qui ne verraient pas à quoi ça correspond, c'est plutôt Star Wars, par exemple, hein, donc des grandes épopées avec une avancée technologique telle que ça pourrait passer pour de la magie et des complots politiques, des grandes aventures, etc. Et ça, pour le coup, j'en avais une vague idée. Et c'est quand je t'en ai parlé, au tout début, que nous nous sommes rencontrés et que je t'ai fait un pitch absolument, catastrophique, où, je t'ai dit: «Bah, voilà, moi, mon livre préféré, c'est le Comte de Monte Cristo, et je veux faire le Comte de Monte Cristo, mais dans l'espace avec des vaisseaux, spatiaux». Il s'avère que, sachez-le, Dimitri a signé sur ce pitch merveilleux. Et ça m'a pas, enfin, ça m'a permis après d'enclencher cette première histoire qui est du space opéra. Donc j'ai vraiment commencé par ça, et je pensais ne faire que ça en fait, et ne faire que ce type d'histoire. Voilà. Et qu'est-ce qui a amené la bascule vers autre chose du coup? C'est une envie d'aller explorer autre chose? C'est, de te dire, «Finalement, j'ai en moi de quoi faire plus varié»? C'est tes goûts qui ont évolué? Alors, comme toutes les aventures d'écriture que j'ai faites, ça vient forcément d'une rencontre. Et il s'avère que j'ai toujours été très, très grande lectrice de polars, et particulièrement de whodunit, hein, qui sont des polars à énigmes, en fait, dans la veine d'Agatha Christie ou d'Arthur Conan Doyle. Et j'étais bien plus lectrice de polars que je ne pouvais être lectrice de fantasy ou même de SF. Sauf que pour moi, à l'époque, c'était clairement hors de ma portée. Je me sentais pas du tout apte à écrire ce type d'histoire, parce que même si je ne savais pas trop ce que je faisais, parce que je m'étais pas trop renseignée, je me rendais bien compte que c'était une chose d'écrire une aventure épique qui pour moi me paraissait plus abordable, parce que foncièrement, et je pense que tu pourras le confirmer, je pense que je suis une metteuse en scène plus Mmh. qu'une autrice. Et donc pour moi, ce type de roman très épique, c'est de la mise en scène. Par contre, pour tout ce qui est polar, surtout les polars à énigmes, là, c'est vraiment un montage, une structuration narrative très compliquée, très précise, très ciselée, et qui demande, pour moi en tout cas, hein, beaucoup plus d'expertise et d'expérience dans l'écriture de romans que ce dont j'ai besoin pour faire de l'aventure. Et du coup, je ne suis pas du tout en train de hiérarchiser les deux genres. Je dis juste que ça fait appel à deux types de compétences différentes, et que je ne pensais pas avoir les ressources pour pouvoir actionner la compétence qui me permettrait d'écrire cette narration tout à fait particulière lorsque on se lance dans un polar à énigmes classique, hein, un whodunit. Et il s'avère que la rencontre, bah, c'est la personne qui est en train de m'interviewer à l'heure actuelle, et que vous connaissez bien maintenant, que c'est donc Dimitri, qui se trouve en face de moi là, et qui a bien compris assez vite ce que j'aimais comme type d'histoire, et qui peut-être s'est dit, bah, elle a éventuellement un potentiel pour pouvoir le faire. Et c'est toi qui m'as dit, bah, ce serait bien que tu te poses et que tu réfléchisses vraiment à ce que tu as envie d'écrire. Et si jamais effectivement c'est un polar à énigmes, bah, quoi qu'il arrive, moi je suis là. Et si je juge que c'est pas à la hauteur, ou que c'est moins bon que ce que tu es capable de faire, je serai le premier à te le dire en toute transparence, et tu partiras sur autre chose. Et du coup, je me suis sentie en confiance. Et du coup, je me suis lancée dans J'agonise fort bien, merci, qui est donc mon premier polar à énigmes. Et j'ai
adoré, enfin, j'ai à la fois détesté et adoré l'écrire parce que l'exercice est vraiment dur. Pour le coup, en tout cas pour moi, mais j'ai adoré cet univers. J'en ai fait du coup trois en tout. Et d'ailleurs, pour le reste, que ce soit le feel good ou que ce soit la littérature générale, bah, c'est aussi des rencontres d'éditeurs, donc de personnes qui m'ont dit mais t'es polyvalente, donc il n'y a pas de raison. Les genres, les histoires, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment tu construis tes personnages et ta narration. Et peu importe que ce soit dans le genre de SF ou dans le genre de feel good, du moment où tu t'instruis, tu te formes et tu t'intéresses au code et que tu lis, tu te mets à lire des histoires dans ce genre-là. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, en tant qu'autrice, ce qui m'équilibrait et me nourrissait, c'était à la fois de me challenger régulièrement. Et quand je reste un peu trop longtemps dans le même genre, j'ai l'impression de m'ennuyer et de refaire toujours la même histoire et ça me challenge moins et du coup j'ai peur de ne pas progresser. Donc c'est important que j'ai l'impression d'être dans le challenge régulièrement lorsque j'écris un roman. Et d'autre part, j'ai l'impression que je propose autre chose à mon lectorat et que je ne raconte pas toujours le même roman. Mmh. Et c'est du coup important pour moi de faire cette rotation et de passer de la rom-com de Noël, au feel good, à la littérature générale, à la SF, voilà, j'ai vraiment besoin de cet horizon qui est, complètement illimité et qui fait que je ne me restreins jamais, ni vis-à-vis de mon lectorat parce que, bah, très vite, je l'ai habitué, à sauter d'un genre à l'autre, hein, et comme je change de nom de plume, mon lectorat s'y retrouve et il sait, ce que Oren Miller publie et ce que Lucie Castel, publie. Et voilà, et d'autre part, moi, maintenant, en tout cas, maintenant que j'ai passé le plus dur d'avoir fait un houdonite et d'avoir fait une littérature générale, je n'ai plus peur d'aucun genre, donc, ou d'aucun sous-genre. Et ça me plaît de me dire que ma route et le reste de ma carrière n'est pas confinée à un genre d'histoire ou à, voilà, ou un type de personnage ou à un type de thématique qui sont propres à certains genres plutôt qu'à d'autres. Ce qui fait aussi qu'avec cette aisance que tu as trouvée, tu as maintenant un public extrêmement large, à la fois en France et à l'étranger, avec des 2 voire 3 même, maintenant romans traduits en allemand, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est 3 maintenant. C'est 3, voilà. Et du coup, petit point sur ton actualité 2022. Donc si j'ai bien compris, 2022 va plutôt être consacré à l'écriture qu'à la publication, puisque tu as un projet de littérature blanche et un projet de fantasy young adulte sur lesquels tu es en train de travailler. Mais est-ce que tu as une actualité plus proche sinon? Alors, sur 2022, j'ai 2 romans qui vont sortir et qui vont sortir chez Kobo. Ce sont des exclusivités catalogue Kobo, donc c'est une trilogie de tomes compagnons, donc on peut les lire de façon complètement indépendante. Et c'est du feel good. Dans un premier temps, comme c'est une exclusivité Kobo, ça sort d'abord en numérique et très probablement en 2023 ça fera l'objet d'une sortie, mais chez un autre éditeur, en format papier. Donc là, c'est ce qui va sortir en 2022. En 2023, ce qui va sortir parce que c'est écrit et signé, c'est un roman en littérature générale, qui est un roman axé autour de parcours de femmes sur une énigme familiale qui se transmet de génération en génération et qui aborde des thèmes engagés, des thèmes féministes et qui sortira chez Le Duc, donc dans la collection Charleston en début 2023. Et pour ce qui est des projets d'écriture, effectivement, j'ai comme projet d'écrire de retourner à mes premières amours de fantasy, vraisemblablement du young adult. C'est pas complètement arrêté, mais ça serait plutôt du young adult. Et un autre roman en littérature générale qui est de nouveau, je mets à mal, je décortique les relations familiales, je déterre les cadavres dans le placard des familles. Donc voilà, je monte ça comme un polar, mais c'est axé autour de parcours de vie et toujours une littérature féministe et qui traite essentiellement de personnages féminins et de grandes figures féminines. Et malgré tous ces projets d'écriture, tu as également le temps, même si là, tous nos éditeurs, toutes nos éditrices te connaissent aussi beaucoup pour ça, d'être formatrice et fondatrice de l'ICAR.
peux nous en dire 2 mots pour nous exposer un petit peu ta vision et la façon dont tu as voulu mettre en place toute cette formation? Alors, lorsque j'ai démarré ma carrière, donc tu n'étais pas mon premier éditeur. J'avais eu une expérience, avant et qui s'était, très, 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 très mal passée, pour la bonne raison que, à l'époque, je ne m'étais pas du tout, renseignée sur le métier, d'auteur. De toutes les façons possibles et imaginables, hein, à savoir, les contrats, ce qu'on pouvait demander, nos obligations, nos droits, mais aussi sur les techniques d'écriture, et cetera. Donc vraiment, j'ai débarqué dans ce milieu les mains dans les poches et la fleur au fusil, ce qu'il ne faut évidemment pas faire et ce qui devait arriver arriva. Je suis tombée sur un éditeur absolument pas professionnel et qui plus est, alors là, pour le coup, j'ai vraiment pas eu de bol. Je suis, tombée sur le petit pourcentage infime heureusement, d'éditeurs malhonnêtes. Mmh. Alors pour le coup, il aurait pu être uniquement, pas très, professionnel, mais là pour le coup, il était en plus, malhonnête. Donc il m'a fait signer un contrat avec des clauses, abusives. Sauf que comme je ne savais pas ce que j'étais en droit d'attendre exactement dans un contrat, j'ai un peu, signé en faisant confiance et en étant déjà tellement heureuse, qu'il se penche sur mon cas et ça a été, une catastrophe et j'ai mis, quand même un peu de temps à m'en remettre du coup et tout ça pour dire que, assez tôt, je m'étais dit: «Mais je suis quand même pas plus neuneu, qu'une autre». C'est bien beau, de dire: «Bah, oui, mais tu as qu'à te renseigner un petit peu, sur, ton futur métier et sur ce que tu fais». Il n'empêche que pour pouvoir se renseigner, il faut déjà, avoir un minimum de vocabulaire, surtout sur un milieu professionnel, qui pratique un langage qui lui est propre avec toute une terminologie autour du livre et autour du métier, d'auteur et d'éditeur qui est, tout à fait, propre et spécifique. Donc pour pouvoir faire, correctement des recherches, il faut quand même cibler un petit peu et je n'avais même pas ce vocabulaire de base donc j'aurais été bien en peine de, trouver, l'information et surtout à l'époque, je te dis ça, ça remonte à 12 ou 13 ans, à peu près, il n'y avait pas les informations qu'on peut avoir, Mmh. maintenant, beaucoup plus facilement sur internet. Donc j'ai signé un peu n'importe quoi, mais je ne suis pas sûre que, j'aurais forcément pu, faire autrement, même si je m'étais un petit peu renseignée. Or, j'avais gardé ça dans un coin de tête et il s'avère que, parallèlement, comme je ne vivais pas encore de ma plume, j'avais, comme Superman, un boulot, civil et mon boulot, civil, c'était d'être conférencière et formatrice professionnelle. Mmh. Donc très, très tôt, j'ai été formée à l'escalier pédagogique, à aux organismes de formation, à la commande, pédagogique, et cetera et il s'avère que j'ai été mais passionnée par ce métier de la pédagogie que j'ai adoré faire pendant plus de 15 ans et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à signer plus de contrats, quand j'ai commencé à avoir une certaine notoriété, lorsque j'ai vu encore des choses qui passaient sur les contrats d'édition ou des questions que me posaient, des tout jeunes, aspirants auteurs où je me disais: «Mais c'est pas possible, ça se sait encore pas ça, en fait». Moi que j'ai fait tout un tas de conneries, bon voilà, ça commence à remonter un petit peu, mais ce que je constate, c'est que, on n'en parle toujours pas et je me suis dit au bout d'un moment: «Mais tu bien bête, pourquoi est-ce que tu ne mixerais pas tes deux métiers passion qui, est d'un côté, le métier de l'écriture» et je commençais à avoir roulé un peu ma bosse et puis, le métier, de formatrice, qui est, tout aussi, un métier tout aussi réglementé, du coup et c'est là que, l'idée d'un institut des carrières littéraires qui formerait non pas juste à l'écriture et à certains codes du genre ou à, mon expérience, moi, en tant qu'autrice, et cetera, mais qui serait une formation complète au métier d'auteur, qui Mmh. comprendrait à la fois l'écriture, les règles d'écriture de base, savoir un peu ce qu'on fait, lorsqu'on se lance dans un roman, mais aussi savoir négocier un contrat, quoi demander à ton éditeur, comment, les choisir, comment, soumissionner correctement un manuscrit. Bref, avoir un packaging complet et d'être véritablement une école, de formation. Alors bien sûr, je n'y serais pas arrivée, toute seule. Il s'avère que, il n'y a jamais de hasard, hein, mais à l'époque, je connaissais déjà, Johanna, du coup, qui elle suivait des formations très poussées sur, le coaching et l'accompagnement de projets professionnels et puis, bah, toi qui, en tant qu'éditeur, étais très intéressé de faire un peu autre chose de ton expérience en tant qu'éditeur en termes d'accompagnement, des auteurs qui ne toucheraient pas forcément que les auteurs que tu signais et bah, c'est encore une fois, hein, cette rencontre de 3 personnes qui avaient des choses à raconter sur un métier qu'ils connaissaient bien
et dont il voyait les problématiques de silence et de mystère qui n'a pas lieu d'être, hein, parce que c'est un métier avec une carrière tout ce qu'il y a de plus classique, carrière artistique, j'entends. Et donc, c'est de cette rencontre-là qui est arrivée au bon moment, en tout cas, qui a fait que on s'est dit, bah, il faut qu'on monte quelque chose. Moi, monter une formation, un escalier pédagogique, des modules, recruter une équipe de formateurs et les former, ça, je sais faire. Du coup, et les techniques d'écriture, je sais faire aussi. Et je vais m'entourer d'une équipe qui va tenir la route et qui va être complètement polyvalente pour proposer une formation inédite qui changerait de ce qui est déjà proposé en France. Et c'est comme ça qu'est né l'ICAR et la formation maintenant déjà pas mal connue, du coup, et qui fait pas mal parler d'elle, de devenir écrivain. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été un vrai plaisir de pouvoir, t'accompagner dans ce projet et il y a eu une forme de révélation, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée d'accompagner les auteurs et les autrices que je publie, mais forcément, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps parce on est sur un travail vraiment sur le long terme et on côtoie peu de personnes et cette idée de pouvoir former des gens permet de rencontrer énormément de profils et d'aider encore plus de gens. Il y a ce côté qui est, extrêmement agréable de se dire: «Voilà, on aide des gens à se professionnaliser», donc c'est c'est une aventure qui est vraiment magnifique et je suis vraiment ravi de la partager avec toi. Beh, Heu, moi aussi. Et Tant d'ailleurs, mieux. ce qui est super intéressant maintenant qu'on commence à parler de nous et puis qu'on on voit que nos premiers auteurs publient et ont des jolies carrières, on se rend compte que de plus en plus de professionnels de l'édition, donc essentiellement des éditeurs, toquent spontanément à notre porte parce que eux aussi ont l'envie du coup de parler de leur métier, d'aider les jeunes auteurs parce que il faut jamais oublier et je pense pas que tu me dises le contraire, mais l'éditeur, son but, c'est de publier, en fait. Lui, il a tout intérêt de trouver des auteurs qui soient déjà pros, qui proposent des manuscrits, qui soient déjà bien nettoyés, qui soient équilibrés, et voilà, parce que faut pas oublier que l'éditeur, c'est pas une douleur de publier des romans, tout au contraire. C'est son moyen de vivre, de se développer, c'est sa passion, et cetera. Donc un éditeur, par définition, ne cherche qu'à trouver de bons projets à publier. Donc, il a plutôt intérêt à ce qu'une espèce de bonne pratique professionnelle et de connaissances professionnelles suffisantes circulent auprès des auteurs. Parce que plus les projets seront d'aplomb, plus ils seront professionnels et plus ce sera agréable et facile pour un éditeur d'exercer son métier. Voilà, il y aura un double intérêt. Déjà, le potentiel de vente qui sera forcément plus élevé parce que ça sera des textes qui seront à même de toucher plus largement un large public. Et aussi le fait que si le texte est vraiment bien fignolé, qu'il y a moins de travail, bah, passer de 200 à 150 ou 100 heures de travail sur un texte, bah, c'est un gain de temps qui est énorme. Donc, Tout à fait. clairement, pour les éditeurs, il y a un intérêt évident et on le voit aussi dans les échanges qu'on peut avoir avec les éditeurs qui viennent nous contacter, qui sont en recherche de ces nouvelles plumes déjà un peu formées pour pouvoir se dire, voilà, on va aller piocher dans des manuscrits qui ont déjà été un petit peu réfléchis, travaillés, accompagnés. Du coup, on va maintenant parler un petit peu plus spécifiquement de toi et de tes méthodes de travail quand tu écris. Ouais. Est-ce que tu as une routine particulière? Est-ce que tu te dis: «Voilà, je travaille toutes les semaines le samedi matin de 5 heures du matin à 7 heures du matin jusqu'à ce que mes chats viennent m'embêter pour me demander à manger»? Est-ce que tu as tout le temps une bouteille de vin à côté pour survivre à la douleur de l'écriture? Voilà, quelles sont un petit peu tes routines et tes techniques, vraiment d'organisation? Alors malheureusement, pour, ceux qui ont des chats, la réponse ne va pas les surprendre, mais en fait, c'est une hérésie de penser que les chats vont nous embêter qu'1 heure par jour. Donc il faut faire avec, c'est toute la journée, voire, toute la nuit. Blague à part, alors moi je suis quelqu'un de très, très, très ritualisé. Pas forcément vis-à-vis de l'écriture, hein, mais dans à peu près tous les aspects de ma vie. Et pour le coup, je découpe vraiment, mes journées. Surtout que, comme tu l'as dit, hein, et je suis pas la seule, hein, tu es dans ce cas-là aussi. Mais, j'ai 2 métiers moi. J'ai le métier, d'écrivain et puis j'ai le métier de formatrice et de fondatrice d'un institut de formation. Donc les 2 doivent tourner, les 2 tournent toute l'année. Donc, je découpe toujours, alors il y a quelques petites variations en cas de coup dur, mais en règle générale, je coupe ma journée en 2. Le matin est consacré à l'écriture, que ce soit l'écriture en tant que telle ou que ce soit le travail préparatoire, hein, si j'en suis,
stade du brainstorming, par exemple, de la création des personnages, du plan, bon bref, travaux d'écriture. Et puis l'après-midi est plutôt consacré à la formation, à l'enrichissement du contenu de l'ICAR, au traitement des mails, à la préparation des masterclass ou des conférences ou des ateliers qu'on fait durant les sessions de formation. Et j'essaye, je dis bien j'essaye, de ne pas travailler le week-end. C'est encore très compliqué, mais je ne désespère pas d'y arriver. Mais voilà. Et du coup, je démarre toujours à peu près aux mêmes heures. Je fais les pauses à peu près à la même heure. Vraiment, je mange à la même heure. Je suis très ritualisée. C'est le rituel et le cadencement me permet de minimiser mes angoisses. Mmh. Et du coup, j'ai l'esprit beaucoup plus libre parce que je n'ai pas du tout à me demander quand je me lève le matin, oh là là, qu'est-ce que je vais faire, par quel bout je prends ma journée. Comme je suis multifonction et que j'ai toujours 50 projets sur le feu, pour moi, c'est la seule façon de pas courir partout comme un poulet sans tête et de me dire mon Dieu, oh mon Dieu, je n'y arriverai jamais. La masse de travail est colossale. Voilà. En séquençant au maximum les tâches, je me dis bon bah voilà, aujourd'hui, matin je fais ça, cet après-midi je fais ça, et puis de toute façon, hein, il y a que un nombre d'heures limité dans une journée. Donc fais tout ce que tu peux, et puis voilà. Alors ma chance entre guillemets, c'est que je travaille très vite. J'ai une grosse capacité de travail. C'est ce qui me permet de pouvoir cumuler les tâches et de sauter du coq à l'âne. Vraiment, de passer de l'écriture à un escalier pédagogique ou à un organigramme d'organisme de formation ou à des mails administratifs, ça me pose aucun problème. Mais je pense que ça me pose aucun problème parce que justement, je ritualise et je cloisonne. Voilà, alors le gros avantage, c'est que du coup, c'est bien huilé, et que pour l'instant, je tiens à peu près tous mes délais. Alors l'inconvénient, et là, je pense que toutes les personnes qui, comme moi, sont un peu des obsessionnels du rituel, il suffit qu'il y ait un grain de sable dans l'organisation du rituel, et là, c'est juste la catastrophe. Alors, je fais beaucoup rire parce que je racontais souvent cette anecdote sur les réseaux sociaux, ce qui faisait beaucoup marrer les gens, aussi mon entourage maintenant. C'est que je ne bois que des cappuccinos et j'en bois un nombre précis dans la journée à des heures précises. Et je fais moi-même ma mousse. Du coup, et il suffit qu'il y ait un jour, parce que ça arrive, où la machine n'est pas à la hauteur de mes exigences et du coup rate la mousse de mon cappuccino, ça peut foutre en l'air toute ma journée. C'est à ce degré de rituel. Alors fort heureusement, j'ai un entourage génial qui prend énormément de recul et qui se marre et qui se moque de moi. Mais voilà, c'est le problème des personnalités très ritualisées, c'est que s'il y a un rituel voilà, qui pédale un peu dans la semoule, c'est compliqué pour dérouler le reste de la journée. Mais bon, on y arrive. Après, je suis moins ritualisé que toi, mais je te comprends quand j'ai pas mon thé à la bonne heure le matin, la journée est mal engagée. Donc, je ne peux que te comprendre là-dessus. Je Mais c'est vrai sais que pas. le rituel est aussi ce qui permet d'éviter de se retrouver à travailler 12, 15, 17 heures par jour. Oui, C'est aussi, ça met quand même des barrières. C'est comme tu le dis, on est sur de la multiple activité et qui sont assez gourmands en temps. On essaie de limiter le travail le week-end, mais ce n'est pas toujours possible. Mais il faut quand même dormir un peu et avoir une vie. Donc je pense que clairement, et c'est typiquement le genre de conseil qu'on peut donner aux apprentis auteurs et aux apprentis autrices, c'est de s'organiser et de cadrer au maximum si on a des emplois du temps riches pour éviter de se péter la santé. oui, tout à fait, tout à fait. Du coup, j'ai une question qui va clairement intéresser beaucoup de primo-romanciers et romancières. C'est quand tu attaques un nouveau manuscrit, comment tu procèdes? Est-ce que tu as une méthode de travail particulière? Donc, a priori, oui, et a priori, oui, et c'est la méthode que tu présentes dans la formation. Donc, voilà, tu ne vas pas redonner tout le contenu de la formation maintenant parce que c'est une interview qui dure 30 à 45 minutes. On va éviter de faire une interview d'une quarantaine d'heures. Tout à fait. Mais voilà, voir un petit peu aussi, forcément, avec ton expérience et tes acquis, je pense que la méthode type qu'on propose aux auteurs et aux autrices de l'ICAR, qui est une méthode qui sont destinées à s'approprier, tu l'as toi-même adaptée à tes spécificités. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Tout à fait. Alors, moi, je goûte à ma propre médecine. Il était de toute façon hors de question que je propose une méthode que je n'applique pas moi-même au quotidien.
Donc moi, j'applique effectivement la méthode Licard et tu l'as très bien dit, j'ai conçu une méthode dont le propre est de s'adapter à l'auteur en fait. Elle est faite pour être adaptée et elle est faite pour que l'auteur puisse se l'approprier et puisse l'utiliser comme il l'entend. Et même, il peut même l'utiliser de façon différente selon les genres. Moi, je n'utilise pas cette méthode exactement de la même façon selon que j'écris de la fantasy, du polar ou du feel good, par exemple. Et donc, si je devais la résumer, elle est en plusieurs temps. On a le premier temps que j'appelle le travail préparatoire qui consiste dans le brainstorming, hein, qui est un déroulé de questions dans un ordre spécifique qui est là pour inciter notre cerveau à se poser les bonnes questions et du coup à produire, à faire jaillir un certain nombre d'idées avec comme socle notre environnement, tout ce qu'on peut voir, entendre, manger, visiter, etc. Puis après, il y a toute la phase qui consiste à bâtir euh, le squelette du roman avec les grands nœuds narratifs, les grandes étapes et les figures principales qui vont incarner cette narration, hein, ce qu'on appelle les protagonistes pour le coup, pour en arriver à l'établissement d'un plan plus ou moins détaillé. Typiquement, moi, le plan de l'ICAR, je l'utilise de façon très détaillée pour les polars et pour de la fantasy, alors que je l'utilise de façon très sommaire pour ce qui est du feel good et même pour la littérature générale. Donc, une fois que j'en suis arrivée à l'établissement de mon plan, j'enclenche le premier jet. En ce qui me concerne, comme j'ai une méthode, enfin la méthode de l'ICAR, elle est vraiment faite pour baliser et pour vraiment ratisser tous les grands questionnements afin de préparer le terrain du premier jet. Le premier jet, je lâche les vannes. C'est-à-dire que personnellement, je ne me pose pas beaucoup de questions quand je suis dans l'écriture du premier jet. Ça va assez vite. Parce que je sais où je vais et toutes les modifications que je fais en cours de premier jet, elles sont assez faciles parce que bah, j'ai tous mes documents préparatoires sous les yeux et que c'est assez facile de les modifier en cours de route. Ça s'adapte assez bien. Donc moi vraiment, quand je suis en phase de premier jet, c'est un chapitre par jour et c'est vraiment l'autoroute de l'écriture, je fonce. Et puis une fois que j'ai terminé, comme c'est préconisé dans la méthode Licard, je fais une coupure de 3 semaines minimum. Et puis, j'enclenche ma phase de correction, hein, donc avec ce qu'on enseigne à l'ICAR, hein, les fameuses clés de relecture, donc une correction orientée. Et je fais 2 corrections pleines, c'est-à-dire vraiment dans le cœur du texte, très précises, très pointues, et un dernier balayage à la fin où là, je survole le dernier jet. Puis, une fois que ça c'est fait, je l'envoie à mes bêta-lecteurs, si je peux, c'est-à-dire si les bêta-lecteurs sont disponibles. Je fais 3 bêta-lecteurs, j'envoie le manuscrit en même temps aux 3 bêta-lecteurs. Puis, j'explore et j'exploite leur décision de correction. Et une fois que c'est fait, j'envoie mon manuscrit à mon agent littéraire, puisque comme j'ai un agent littéraire, excepté la fantaisie qu'il ne gère pas. Mais pour tout le reste, ça passe par mon agent littéraire qui, évidemment, lit mon roman, me fait quelques retours et après se charge de, alors, soit le proposer à des éditeurs que je connais déjà et avec lesquels je travaille, soit elle démarche d'autres éditeurs. Voilà pour faire simple. Et il y a sur certains projets ou certaines phases, est-ce que tu es amené à échanger avec soit un futur éditeur qui serait déjà positionné sur le manuscrit ou avec ton agent littéraire sur le brainstorming ou sur des moments où tu te poses des questions? Est-ce qu'il t'arrive du coup d'interagir avec, avec d'autres professionnels dans le travail en amont en fait? Ah oui, oui, complètement. Toute la phase du travail préparatoire, hein, c'est-à-dire, le brainstorming, la création des personnages, de la structure du roman, des grandes étapes et du plan. Là, j'en parle autour de moi. Vraiment, c'est le moment où j'échange, où j'en discute, soit avec toi, soit avec
mon agent littéraire, soit aussi avec Johanna, hein, qui est à chaque fois de super conseils. C'est un super coach d'auteur, donc elle a vraiment beaucoup de recul sur la question. Donc vraiment là, c'est la phase où j'en parle. Par contre, sauf si, ça m'est arrivé, sauf si vraiment j'ai un pépin en plein milieu de mon premier jet, malgré tout ce que j'ai mis en place, je change complètement d'avis, mais je ne suis pas sûre, etc. Mais je ne fais pas lire pendant que j'écris le premier jet. Là, vraiment, je fonce. Et c'est qu'arrivé à la fin du premier jet que là, je le donne à des personnes de confiance pour que du coup, leur retour soit pertinent puisqu'ils ont l'œuvre en totalité. Donc, Oui. voilà, ça évite comme ça qu'ils me fassent des remarques alors qu'en fait, bah, ils ont la solution à la fin du roman. Donc, j'échange beaucoup pendant la période de travail préparatoire, mais pas pendant le premier jet. Je suis vraiment je partage vraiment l'opinion de Stephen King. On écrit la porte fermée et seulement après, on rouvre la porte. Sauf quand on a des chats, puisqu'on ne peut pas laisser les portes fermées. Voilà, parce que si on laisse la porte fermée, alors là, c'est ils ameutent le quartier, ils téléphonent à la SPA, ils portent plainte pour maltraitance, enfin tout ça, tout ça. Exactement. Et du coup, pour enchaîner une question un petit peu plus légère qui va te permettre de parler des choses la facette que tu préfères dans le métier d'écrivain, mais également la facette que tu aimes le moins dans le métier d'écrivain. Tu vas pouvoir parler de ce que tu adores et taper sur ce que tu détestes. Ben, ce que j'adore, c'est l'argent. Bon, ça, c'est fait. Euh, non, alors non, la réponse, la réponse officielle, c'est bien sûr l'écriture, tout ça. Non, je plaisante. Mais la partie financière, elle est importante parce que c'est une façon aussi pour l'auteur de se positionner en tant que professionnel. Surtout quand les premières fois où on se rend compte qu'on peut vivre de notre plume et que notre plume peut payer les factures, il y a quelque chose qui se dénoue en nous, en tout cas, parce que on n'est pas toujours compris par son entourage et parfois pas de façon malveillante, hein, mais c'est un entourage qui a un peu du mal à comprendre ce que c'est que l'envie irrépressible d'écrire et la nature profonde d'être auteur et de ne pas savoir trop faire autre chose et de pas surtout pas envisager de ne pas écrire. Et là, quand tout de suite notre plume, notre passion, elle se transforme en vrai métier, comme on dit dans le langage courant, et qui nous permet de payer le loyer et la nourriture des chats, du coup, il y a quelque chose qui se dénoue et qui nous tranquillise d'une certaine façon. Donc je rigole, mais pas tant que ça en fait, parce que c'est important l'aspect Oui. financier. Et quand on signe un contrat avec des avaloirs qui augmentent par rapport au contrat précédent, ça nous nourrit aussi. Et Mhm. on va pas se mentir, ça nous nourrit de toutes les façons possibles, pas uniquement au sens propre. Mais sinon, dans le métier, ce que j'aime, c'est la créativité qui fait que, bah, c'est le propre de tous les métiers artistiques, qui est une porte ouverte sur une imagination débordante et qui fait qu'un auteur n'est jamais totalement seul, dans sa tête. Il a toujours un million de monde, et cetera. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans le métier, d'auteur. J'aime aussi beaucoup les rencontres qu'on peut faire quand on commence à avoir, un petit peu d'expérience et de bouteille dans ce milieu-là, qu'on multiplie les éditeurs, parce qu'on rencontre d'autres auteurs, on rencontre plein de métiers qui ne sont pas forcément des métiers éditoriaux, hein, mais plein d'autres métiers qui gravitent autour, comme des graphistes, des community managers. C'est c'est très, très riche, et ça reste quand même un secteur des arts. Donc il y a un côté un peu festif, on se rencontre dans des jolis endroits, c'est des profils atypiques et cetera. Donc c'est assez enrichissant. Maintenant ce qui me gonfle, dans ce métier, du coup, c'est le c'est la condescendance, qui est encore trop, présente dans ce milieu-là, de gens qui, sous le prétexte qu'ils font et défont des carrières, sous le prétexte qu'ils ont, un peu de notoriété parce que, ils sont interviewés par des journalistes, parce que, ils gèrent une équipe de commerciaux et ça frappe, des éditeurs, des auteurs, des agents littéraires, des c'est vraiment toute profession confondue. Mais comme c'est une profession qui implique une représentation, Mhm. à partir du moment où on a l'impression, d'avoir un peu de notoriété dans ce milieu-là, on finit par ne plus s'adresser à des êtres humains, mais à des égos et ces égos, souvent, sont très condescendants
et ont tendance à voir le monde en tiroir. Et alors, il faut absolument qu'ils vous fassent entrer dans un tiroir. On est une autrice, on fait de la romance, on fait de la SF, on est un auteur de SF, on est un auteur en blanche, on est une community manager, on est voilà, et tout ça est rentré dans des espèces de tiroirs, et avec ce tiroir vient tout un tas de préjugés, d'a priori, et qui sont continuellement définis par les mêmes personnes, hein. C'est-à-dire par Mm. le petit groupe, la petite poignée de personnes qui se sont autoproclamées éditeurs les plus gros, les plus en place, ou correcteurs les plus connus, ou auteurs les plus en vue, etc. Et ça n'a que très peu de rapport avec la richesse de ce qui fait véritablement le métier. Et c'est pas parce qu'on surexpose une maison d'édition ou qu'on surexpose un auteur que ces deux individus représentent la totalité de ce qui fait les auteurs et de ce qui fait les maisons d'édition. En Mm. réalité, c'est très riche. C'est pas parce on parle pas d'un auteur de fantasy que cet auteur de fantasy est pas majeur pour son lectorat et ne vit pas de sa plume depuis des décennies. Et c'est pas parce qu'une maison d'édition n'a pas de publicité en 4x3 dans le métro, qu'elle ne fonctionne pas depuis 30 ans et qu'elle ne fait pas des carrières exceptionnelles. Et du coup, ça me gonfle. Vraiment le côté très entre-soi et très faussement élitiste et très gonflant. Voilà, alors on l'a de moins en moins, peut-être aussi parce que je vieillis et que je me laisse de moins en moins faire et que on me dit de moins en moins de choses parce que mon nom circule un peu plus, peut-être aussi. Mais ça me saoule. Voilà. Et puis on va pas se mentir, c'est aussi un milieu sexiste. Alors il y a des genres plus sexistes que d'autres, mais c'est aussi un milieu sexiste et ça me gonfle aussi. Pour ceux qui connaissent mes convictions, je suis profondément féministe et engagée et ça me gonfle. Donc voilà, je pense que les gens ont compris, j'ai dû répéter 50 fois ça me gonfle, mais c'est pas grave, ils ont l'habitude. Voilà, et voilà, ça c'est ce qui me plaît le moins dans mon métier. Mais heureusement, c'est pas, voilà, je m'en remets, hein. J'ai l'occasion d'en parler, donc j'en parle, mais au quotidien, il n'appartient aussi qu'à moi de fuir ce type de personnalité, et j'en profite avec l'ICAR de former la nouvelle génération d'auteurs à ne pas se laisser faire et à ne pas tolérer ce type d'élitisme ou de comportement. Oui, c'est ça clairement qui est intéressant, c'est qu'en donnant de plus d'armes et plus de professionnalisation, ça va petit à petit, parce que Rome ne s'est pas faite en un jour et je ne pense pas qu'on va changer les mentalités du jour au lendemain, mais ça va aider à faire bouger les choses dans le bon sens. C'est aussi ce qui est très porteur dans l'idée de former les auteurs et les autrices, clairement. Tout à fait. Du coup, pour conclure ma série de questions, j'ai une double question. Tu peux répondre à l'une ou à l'autre ou aux deux. Oui. Euh, Ça serait de savoir si tu avais un conseil à donner à un jeune auteur ou une jeune autrice qui veut se lancer. Et lié à ça, parce que potentiellement ça peut être la même réponse, quel est toi le conseil que tu aurais aimé entendre quand tu as commencé à écrire? Ah bah le même pour les deux, forme-toi. N'imagine pas que le métier d'auteur, c'est un métier complètement à part. C'est un métier, et on n'imaginerait pas postuler à l'entreprise de ses rêves et au job de ses rêves sans s'être un minimum renseigné sur ce que fait l'entreprise, en quoi consiste le métier et quelles qualités il faut qui seraient susceptibles d'intéresser son futur employeur. Et ça me paraît encore complètement démentiel qu'on continue de reprocher à certains auteurs de ne pas être au courant de certaines choses et de signer des contrats en leur disant bah oui mais bon fallait peut-être savoir un peu ce que tu signes, sans que il y ait plus d'offres de formation liées non pas que à l'écriture, mais à l'exercice de son métier d'auteur. Tout comme c'est important d'expliquer à un auteur que la carrière d'un auteur, c'est pas magique, qu'on peut avoir un contrôle sur cette carrière-là, et que cette carrière, c'est pas uniquement publier des romans dans une maison d'édition, mais c'est plein d'autres fonctions qui peuvent se rajouter à ça, et qu'il faut que l'auteur connaisse pour qu'il puisse avoir le contrôle de sa carrière et multiplier les expériences. Donc moi, le seul conseil que je donnerais, et qui m'aurait tellement sauvé la mise au début de ma carrière, parce que j'aurais perdu beaucoup moins de temps, c'est de se former, c'est d'être au courant, c'est d'aller chercher l'information et d'être aussi professionnel et aussi au courant
que les professionnels avec lesquels on va signer et qui se trouvent en face de nous. Et autre petit conseil bonus que tu ne m'as pas demandé, mais que je vais quand même donner, c'est de ne pas abandonner. Ça Oui, fait partie du jeu, les pieds dans le tapis, les chutes, les grosses gamelles, appelons ça un chat, les blessures d'ego et d'orgueil font partie du métier artistique. Personne n'y échappe. Donc, faut le savoir, faut encaisser, faut se relever et faut pas abandonner. c'est d'ailleurs toi ce qui t'a permis cette motivation et cet état d'esprit de te relever des quasiment 2 à 3 années que tu as perdues parce que tu avais été Oui, mal formé au début, en fait. tout à fait, tout à Voilà, fait. et puis au final, entre guillemets, tu n'as perdu que 2 à 3 ans. Voilà, c'est rageant, mais ton abnégation t'a permis de te mener là où tu en es maintenant. Ah bah, moi j'ai failli arrêter d'écrire pendant ces trois années, hein. J'ai vraiment failli arrêter d'écrire. Et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais arrêté d'écrire? Je me serais contentée de mon métier à côté qui me donnait certaines satisfactions, mais qui ne me comblait pas entièrement parce que profondément je suis autrice et viscéralement je suis autrice. Et j'en aurais de toute façon éprouvé une très grande frustration qui aurait grandi au fur et à mesure de l'écoulement des années et résultat, je me serais retrouvée, arrivée, proche de ma carrière à compter les années avant la retraite. Hem, voilà ce que je ne compte pas, maintenant et ça aurait été pour moi, en tout cas pour, les autres et l'univers, bien sûr que non, mais pour moi, ça aurait été très, très dommage d'arrêter Ouais, d'écrire et j'ai vraiment failli le faire, au moins 50 fois pendant ces 3 premières années et quelle erreur j'aurais commise, puisque, là où j'en suis, voilà. oui. Du coup, pour conclure, un dernier mot. Voilà, c'est, si tu as un mot qui reflète un petit peu ton état d'esprit, ce que tu as envie de transmettre, Alors pas un mot parce que c'est vache, un mot, ouais, c'est dur. ouais, c'est dur, une phrase. J'ai droit à une phrase? Tu as droit à une phrase. Alors ma phrase qui me porte quotidiennement, c'est que la vie a toujours plus d'imagination que toi. Voilà. Bon, bah, on va conclure là-dessus, ce qui est très vrai et qui est, à la fois une leçon de vie et une leçon, d'écriture. Donc, merci beaucoup à toi, Lucie, pour cet entretien. Bah, merci de m'avoir, interviewée, ça me change, c'est Voilà, bien. c'est ça. C'est ce que je me suis dit. C'était bien de pouvoir un petit peu renverser les rôles. On te retrouve dans plein d'autres podcasts, dans la formation, évidemment, sur les rayons des librairies très facilement. Je te dis à très très vite, vu que voilà, on bosse ensemble, on va se reparler probablement dans 2 minutes. C'est ça. Euh, Merci à toi et à très bientôt donc. À très bientôt, merci. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.